Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de redéballage de boîtes. Aujourd'hui, Paradoxe temporel, le 6e et dernier pack du cycle La civilisation oubliée. La première carte du pack, c'est Kérosène. C'est un soutien de niveau 1 qui coûte 3, qui a le trait objet, utilisation 3 provisions. Si la carte Kérosène n'a pas de provision, défaussez-la. Action. Si un ennemi a été vaincu dans celui à ce round, inclinez le Kérosène et dépensez une provision. Soignez jusqu'à 2 horreurs parmi les investigateurs et les soutiens alliés dans votre lieu. Alors, déjà, première chose intéressante, ça n'occupe pas d'emplacement. Voilà. Première chose intéressante. Le fait que ça soit défaussé s'il n'y a pas de provision, ça par contre, ça veut dire que vous pouvez pas la laisser en jeu en vous disant dès que je joue un aventurier, je pourrai le recharger. Non, il faut le recharger avant qu'il n'y ait plus de provision. Dès qu'il n'y a plus de provision, vous perdez la carte. Et il suffit qu'il y ait un ennemi qui ait été vaincu dans le lieu lors de ce round pour pouvoir utiliser le kérosène. En une action, vous soignez jusqu'à 2 horreurs parmi les investigateurs et les soutiens liés dans votre lieu. Alors, un ennemi vaincu en gardien, c'est pas compliqué. Donc, kérosène, vous pouvez envisager de mettre ça sur votre combattant. Oui, vous donnez ça à votre gardien combattant. Il dépense 1 ou 2 actions pour vaincre l'ennemi, et ensuite il peut utiliser kérosène pour se soigner lui, pour soigner un de ses alliés, pour soigner l'autre investigateur dans le lieu. Carte très intéressante. Alors, si on compare avec premier soin de niveau 3, premier soin, ça coûte 2, ça n'occupe pas d'emplacement non plus, il y a 4 provisions, pareil quand il n'y a plus de provisions on défausse. Par contre, premier soin, c'est soigner 1 dégât et 1 horreur, investigateur ou soutien allié également. Donc kérosène, ça fait que du soin d'horreur, ça les soigne 2 par 2. Premier soin, c'est à chaque fois 1 dégât et 1 horreur. Alors, un investigateur qui peut avoir intérêt à utiliser kérosène, c'est Mark Harrigan. Mark Harrigan, il n'a que 5 points de santé mentale, ce qui n'est pas énorme. Il a une mécanique qui fait qu'on va vouloir lui mettre des dégâts directs pour booster ses compétences, mais sa faiblesse personnelle, je vais pas montrer, je résume, elle dit, pour chaque lot de 2 dégâts sur Mark Harrigan, il se prend 1 horreur. Donc si vous lui avez mis 4 dégâts pour booster ses compétences, il peut se prendre 2 horreurs d'un coup, et si déjà il s'était pris 3 horreurs, il est vaincu. Donc Mark Harrigan, faut toujours veiller à ce qu'il ait de la marge en santé mentale. Autre utilisation intéressante, Akina de niveau 3, c'est un soutien qui coûte 4, qui occupe un emplacement d'allié, qui a le trait allié. Réaction, quand un ennemi vous attaque, inclinez Akina et infligez-lui 1 horreur. Au lieu de subir les dégâts de cet ennemi, infligez-les à n'importe quel ennemi dans votre lieu. Vous subissez toujours les horreurs infligées par cette attaque. Donc, quand un ennemi vous attaque et vous inflige, mettons, 1 dégât et 1 horreur, grâce à Akina, vous pouvez infliger le dégât à l'ennemi attaquant. Par contre, il faut lui mettre 1 horreur à elle et vous prenez quand même l'horreur de l'attaque. Et une fois que cet ennemi est vaincu, grâce à Kérosène, vous retirez 1 horreur d'Akina, vous retirez 1 horreur de l'investigateur. Alors, autre exemple d'utilisation, William Yorick, qui a accès aux cartes gardiens de niveau 0 à 2 et qui a une réaction après que vous avez vaincu un ennemi, jouez un soutien depuis votre pile de défausse en payant son coût, limite d'une fois par round. William Yorick, il peut jouer le kérosène, il combat les ennemis, il profite du fait que des ennemis sont vaincus dans son lieu pour se soigner avec le kérosène. Quand il n'y a plus de provisions sur kérosène, c'est défaussé, et la fois d'après où il tue un ennemi peut remettre le kérosène en jeu. Bien évidemment, autre investigateur qui a un grand intérêt à kérosène, c'est Caroline Fern, qui a comme réaction, après que l'un de vos effets a soigné de l'horreur d'un investigateur ou d'un soutien allié, le contrôleur de la carte soignée gagne 1 ressource. Donc Caroline Fern, elle fait du soin d'horreur. Chaque fois qu'elle soigne une horreur sur une carte investigateur ou une carte alliée, le contrôleur de la carte gagne 1 ressource. Si elle
elle n'est pas combattante elle-même, mais si vous jouez en duo, par exemple avec Mark Harrigan, Mark arrive à vaincre un ennemi. Au tour de Caroline, elle utilise Kérosène, elle se soigne elle d'une horreur, mettons, elle soigne Mark d'une horreur, chacun des deux joueurs gagne une ressource. Carte suivante. Il s'agit du lance-flamme, un soutien de niveau 5, qui coûte 4, qui occupe un emplacement de corps et 2 emplacements de main, qui a 2 icônes de force et une icône libre, trait objet, arme à feu, utilisation 4 munitions, action, dépenser une munition, combattre. L'ennemi choisi pour cette attaque doit être l'ennemi engagé avec vous ayant la valeur de combat la plus élevée. Vous gagnez plus en force pour cette attaque. Si cette attaque est réussie, au lieu des dégâts normaux, vous avez le droit d'assigner jusqu'à 4 dégâts à répartir parmi les ennemis engagés avec vous. Tout dégât supplémentaire s'ajoute à ce total. Alors, le lance-flamme, moi je ne l'ai jamais utilisé personnellement. C'est pas... Enfin, je peux pas le juger à l'utilisation, mais là, vous avez clairement une arme qui est faite pour combattre plusieurs ennemis qui ont pas trop de points de vie chacun. Vous infligez 4 dégâts répartis parmi tous les ennemis engagés avec vous. Donc vous pourrez pas utiliser ces dégâts pour vaincre des ennemis distants non engagés. Il faut que les ennemis soient engagés avec vous. Ça vous donne que plus 1 en force. Pour une arme de niveau 5, c'est pas énorme. Vous êtes obligé de faire l'attaque sur l'ennemi qui a la valeur de combat la plus élevée. Donc moi je suis pas trop convaincu. Parce qu'imaginons vous êtes dans un lieu où vous avez 2 ennemis, un qui a une force de 3 et 3 points de vie, un qui a une force de 4 et 3 points de vie. Votre attaque, vous devez la faire sur celui qui a 4. Donc mettons que vous avez un gardien qui a 4 de force de base, qui est un flic en patrouille en jeu, ça fait 5. Il utilise le lance-flamme, ça fait 6. 6 contre 4, c'est pas garanti, donc peut-être que vous allez vouloir rajouter un coup critique. Vous êtes à 7 contre 4 et vous infligez 5 dégâts. Vous tuez celui qui a la force la plus élevée et vous faites 2 dégâts à l'autre. Sachant que ça vous a consommé une munition, ça vous a consommé une compétence, et quand vous avez le lance-flamme, vous avez les 2 mains occupées. Des armes à 2 mains ça existe, mais moi ce qui me gêne avec cette arme, c'est vraiment l'emplacement de corps qui est utilisé. Ça veut dire que vous n'avez pas accès à la bandoulière. Il y a des gardiens, moi maintenant, quand je fais des decks de gardiens, je prévois que le gardien ait son arme principale dans une main, une lampe torche dans l'autre, et une deuxième arme, grâce à bandoulière de niveau 0, et plus loin dans la campagne, une autre arme, mais à 2 mains grâce à bandoulière de niveau 2, avec lance-flamme, pas de bandoulière, pas d'autre arme. Donc à partir du moment où vous utilisez cette arme-là, tant que l'arme est en jeu, c'est l'arme que vous utiliserez pour tous vos combats. Vous êtes engagé avec un ennemi qui a 2 points de vie, vous utilisez le lance-flamme qui potentiellement... je dis des bêtises, il y a une erreur dans le texte, là c'est embêtant. Faudra que je signale ça. C'est pas vous gagnez plus 1 en force d'après le scan, c'est vous gagnez plus 4 en force, c'est quand même différent. Ouais, je me disais plus 1 en force, c'est merdique. C'est chiant ça. Je verrai au montage, mais vous attaquez, je reprends ce que je disais tout à l'heure, vous attaquez avec une force de base de 4. Vous avez le flic en patrouille, ça vous fait 5. Le lance-flamme vous fait passer à 9. Vous combattez à 9 contre 4, ok, là, vous avez de bonnes chances, il n'y a pas besoin de booster. Mais par contre, si vous êtes engagé avec un ennemi qui a 3 points de vie, un autre ennemi qui a 3 points de vie, vous en tuez un, et il reste 2 points de vie à l'autre. Et l'autre, l'autre est toujours engagé avec vous, il a que 2 points de vie. Si vous consommez la munition du lance-flamme, c'est un peu gâché, vous n'utiliserez que 2 dégâts sur les 4 qu'il peut produire. Et vu les emplacements utilisés par le lance-flamme, vous ne pouvez pas vous dire je me sers d'une autre arme. Alors si on compare à d'autres armes, le fusil à éclair, il est aussi de niveau 5, il coûte 6, il occupe 2 emplacements de main, donc là pour le coup
En fin de campagne, quand vous avez le fusil éclair, vous avez probablement la bandoulière de niveau 2. Donc votre gardien il peut avoir, par exemple, machette, Colt 32 et fusil à éclair. Le fusil à éclair, c'est plus 5 en force, plus 2 dégâts, 3 munitions. Alors, le fusil à éclair vous donne un bonus de 5 en force au lieu de 4, mais 3 dégâts au lieu de 4. Par contre, comme le fusil à éclair n'occupe pas l'emplacement de corps, vous jouez bandoulière puis fusil à éclair et vous l'utilisez uniquement en dernier recours. Du coup, au final, même s'il a moins de munitions, il servira plus longtemps. Potentiellement, que je dise pas de bêtises, au deuxième tour, vous jouez toujours sur ses gardes, pour poser la machette, la bandoulière, le fusil à éclair. Donc au deuxième tour, vous jouez votre fusil à éclair. Ensuite, pendant toute la partie, vous combattez à la machette. Et vous arrivez à la fin du scénario. Vous avez toujours vos 3 munitions du fusil à éclair pour affronter le dernier ennemi du scénario. Alors que si vous jouez le lance-flamme, vous le posez au deuxième tour, vous ne pouvez pas poser une autre arme, et du coup vous allez utiliser uniquement le lance-flamme pour combattre. Et il va se vider très vite. Alors, comme le lance-flamme fait des dégâts à plusieurs ennemis, on peut aussi le comparer à la Thompson 45 de niveau 3 des truands. Donc niveau 3, ça coûte 5, ça occupe 2 emplacements de main, ça a 5 munitions, action, dépenser une munition, combattre, vous gagnez plus d'en force, infligez plus un dégât pour cette attaque. En cas de réussite avec une différence d'au moins X, vous avez le droit de dépenser une munition pour infliger les dégâts de cette attaque à un autre ennemi dans votre lieu. X étant la valeur de combat de cet ennemi. Du coup, mettons que vous avez 4 de force, un bonus, par exemple avec des gros bras embauchés, ça fait 5, les 2 de la Thompson ça fait 7, donc vous n'arriverez pas à réussir de beaucoup, il faudra peut-être mettre des bonus, il faudra peut-être mettre ça dans un deck type méga test, mais si tout se passe bien, vous attaquez votre ennemi qui a 4 de combat, vous réussissez votre attaque, qui inflige donc 2 dégâts, vous dépensez une munition supplémentaire, vous faites 2 dégâts à notre ennemi. Donc, on est, comme pour le lance-flamme, dans une situation où on fait 4 dégâts qu'on répartit entre 2 cibles, si on respecte les conditions. Alors, le lance-flamme, du coup, moi j'ai dit je ne l'ai jamais joué, mais si je le jouais, avec qui je le jouerais? Probablement avec Léo Anderson. Parce que Léo Anderson, comme il joue beaucoup d'alliés et qu'il peut jouer des cartes truands, il peut utiliser le lance-flamme comme arme principale, utiliser les aventuriers pour rajouter des munitions sur son lance-flamme, utiliser contrebande pour doubler les munitions sur le lance-flamme, et il aura assez de munitions pour gérer tous les ennemis, et même s'il utilise le lance-flamme contre un seul ennemi, ou même si à un moment donné il utilise une munition de lance-flamme pour faire que 2 dégâts, ça sera pas gênant compte tenu du nombre total de munitions sur l'arme. Mais je pense que ça incitera plus à jouer le lance-flamme, éventuellement en duo, plus probablement en multi, et l'avantage qu'a Léo Anderson quand il utilise cette arme, c'est que si éventuellement, mettons qu'il a dans son lieu 2 ennemis à 3 points de vie, il utilise le lance-flamme, il colle 3 dégâts au premier ennemi qui est vaincu, il colle le 4e dégât au 2e ennemi, puis il utilise le flic en patrouille pour infliger 1 dégât au 2e ennemi. Lors de la phase des ennemis, l'ennemi attaque, Léo Anderson met 1 dégât sur le chien de garde, et le chien de garde inflige 1 dégât à l'ennemi qui est vaincu. Voilà. Léo Anderson, il a la possibilité d'encaisser et d'utiliser ses alliés pour infliger des dégâts directs, ce qui fait que même si les ennemis qu'il a à combattre ont un total de 5-6 points de vie, il ne va utiliser qu'une munition éventuellement pour les combattre en partant du principe que ses alliés fourniront les dégâts manquants. Voilà. Mais encore une fois, moi c'est pas une carte qui m'enthousiasme particulièrement. Ah oui, qu'est-ce que j'avais marqué là? Oui, la carte Provocation, qui est dans l'héritage de Dunwich.
Un événement tactique de niveau 0 ou 2 qui coûte 1. Rapide à jouer uniquement lors de votre tour. Engagez n'importe quel nombre d'ennemis dans votre lieu. Au niveau 2, vous piochez ensuite une carte pour chaque ennemi engagé grâce à cet effet. Donc effectivement, si on est sur un gardien, si on est sur un gardien qui joue un peu un rôle de tank, qui a 3 ou 4 investigateurs, qui a 2, 3, voire même 4 ennemis dans le lieu, et ben le gardien il joue provocation, il engage tout le monde, ce qui débarrasse tous les autres investigateurs de leur ennemi, et ensuite, comme c'est une action rapide, il lui reste 3 actions pour tirer au lance-flamme, et en 3 utilisations du lance-flamme, il fait un total de 12 dégâts. Et en général, bon, moi j'ai jamais trop réussi, mais les quelques fois où j'ai essayé de jouer un gardien tank, à chaque fois je mettais flic en patrouille et chien de garde pour pouvoir infliger des dégâts directs. Donc 3 utilisations du lance-flamme, ça fait 12 dégâts, le flic en patrouille en rajoute un 13e, et le chien de garde, possiblement, si vous le faites mourir, si vous acceptez de le faire mourir pendant la phase des ennemis, peut en rajouter 3. Donc vous êtes sur du 16 dégâts en un tour. Voilà, c'est loin d'être négligeable. Carte suivante. Une carte chercheur. Position avantageuse. C'est un événement de niveau 0 qui coûte 1. Trait perspicacité. Rapide à jouer après qu'un lieu est entré en jeu ou révélé lors du tour d'un investigateur. Jusqu'à la fin du tour de l'investigateur actif, ce lieu perd 1 de valeur occulte. Vous avez le droit de déplacer un indice de n'importe quel lieu vers ce lieu. Et ben je trouve cette carte géniale pour une carte de niveau 0. Ça coûte seulement 1, c'est rapide. Dès qu'un lieu est entré en jeu ou a été révélé, vous pouvez faire perdre 1 de valeur occulte à ce lieu, ce qui facilite l'enquête, et vous déplacez un indice de n'importe quel lieu vers le lieu révélé. La situation idéale, c'est si le lieu révélé a une valeur occulte de 1. Vous prenez un indice sur n'importe quel autre lieu, qui donc a une valeur occulte supérieure, vous le mettez sur ce lieu-là, qui maintenant a une valeur occulte de 0. Et donc, toujours la même chose, lieu de valeur occulte 0, ça veut dire que l'enquête échoue uniquement si on pioche un échec automatique. Il est aussi possible que vous entriez dans un lieu qui a qu'un seul indice, vous menez un deuxième indice, et votre chercheur, si c'est lui qui vient d'entrer dans le lieu, il va pouvoir utiliser un de ses effets pour trouver 2 indices d'un coup. Alors que sinon il aurait fallu qu'il fasse une enquête là, et il n'aurait pas pu utiliser son enquête à son plein potentiel, puis ensuite qu'il aille dans l'autre lieu pour faire une autre enquête. Il est aussi possible que vous ne cherchiez pas à récupérer l'indice que vous déplacez, mais tout simplement il y a un lieu sur lequel vous avez dû laisser un indice, parce que vous n'arriviez pas à le prendre. Ce lieu-là a victoire 1, un lieu est en mise en jeu, ou révélé, vous jouez position avantageuse, vous déplacez un indice, et voilà, vous avez gagné un point de victoire en plus. Un investigateur qui a intérêt à utiliser cette carte-là, c'est Roland Banks. Parce que Roland Banks, une fois qu'il a vaincu un ennemi, il découvre un indice dans le lieu. Une fois par round, mais sans avoir à faire de test. Donc, mettons que Roland Banks entre dans un lieu dans lequel il y a un ennemi. Il entre dans le lieu est révélé. S'il n'y a pas d'indice ou un seul indice, Roland Banks peut jouer cette carte-là pour déplacer un indice, et il sait qu'une fois qu'il aura vaincu l'ennemi, l'indice sera lui. Autre chose, le 38 spécial de Roland, quand vous combattez, vous avez plus 1 en force pour l'attaque, mais s'il y a au moins un indice dans le lieu, vous avez plus 3 en force à la place. Donc, s'il n'y a pas d'indice dans le lieu, vous mettez un indice pour que l'attaque du pistolet ait plus de chances de toucher. Voilà. Autre chose, s'il y a un indice dans le lieu, si un ennemi dans le lieu, vous y entrez pour le combattre, vous révélez la carte, vous voyez qu'il n'y a qu'un seul indice, vous jouez position avantageuse, vous rapatriez un deuxième indice, vous tuez l'ennemi, la capacité spéciale de Roland vous donne le premier indice,
puis vous jouez preuve, ça vous donne le deuxième indice. Voilà donc une carte qui peut être utilisée dans plein de circonstances. Ça permet, si vous avez ça dans votre deck, vous ne cherchez pas forcément à obtenir absolument tous les indices d'un lieu difficile, vous dites, je m'attends à piocher au moins un exemplaire de position avantageuse. Dès que je l'ai en main et que je vais dans un lieu qui a une valeur occulte pas trop élevée, je joue cette carte et comme ça je rapatrie l'indice que j'avais laissé derrière moi parce qu'il était dans un lieu à valeur occulte 4 ou plus. Voilà. Alors perspicacité, vous pouvez mettre ça dans le deck intuition de Joe Diamond. À vous de voir si vous vous attendez à faire un déplacement quasiment à chaque round pour que vous puissiez jouer la carte, un déplacement qui révèle un lieu à chaque round pour que vous puissiez utiliser la carte. Ça peut être joué avec mémoire eidétique, mais bon, c'est peut-être pas la cible la plus intéressante. Et voilà. Voilà. En gros, donc moi, je trouve très bonne carte. Carte suivante, les manuscrits pnacotiques. Un soutien de niveau 5 qui coûte 5, qui occupe un emplacement de main, qui a les traits objet, relique, livre, un icône d'intelligence, un icône libre, utilisation 3 secrets, réaction quand un investigateur dans votre lieu devrait effectuer un test de compétence lors d'un effet révélation, dépensez un secret, ne révélez pas de pion KO pour ce test. Action, dépensez un secret, choisissez un investigateur dans votre lieu, ne révélez pas de pion KO pour le prochain test de compétence effectué par cet investigateur à ce round. Alors, ça utilise des secrets. Bon, encore une fois, je vous mets l'image qui montre qu'il y a un certain nombre de cartes qui utilisent les secrets. Qu'est-ce qui permet de recharger en secret de la fiction à la réalité? Pareil, j'en ai parlé dans le pack précédent, donc je fais rapidement. S'il y a un indice dans votre lieu, vous ajoutez 2 secrets sur un soutien que vous contrôlez. Il y a révélation, j'oublie toujours le nom, stupéfiante, je crois. Quand vous faites une recherche, quand vous tutorez dans votre deck et que vous révélez cette carte-là, vous gagnez 2 ressources ou vous placez un secret sur un de vos soutiens. Il y a aussi extatique, compétence, un icône d'intelligence. Si ce test de compétence est réussi pendant une enquête, placez une charge ou un secret sur un soutien que vous contrôlez. Voilà. Bon, les manuscrits pnacotiques, ça occupe un emplacement de main. Ok. Donc ça va priver d'un emplacement pour loop ou pour kit à empreinte. Et à 3 reprises, vous supprimez la pioche d'un jeton KO pour faire un test lors d'un effet révélation. Ou vous faites passer un test à un investigateur dans votre lieu sans pioche de jeton KO. Alors l'effet bien évidemment est très puissant. Parce que si vous piochez pas de pion du chaos, vous n'avez pas de modificateur. Du coup, pour réussir, il vous suffit d'avoir une compétence égale à la difficulté. Et aussi, vous êtes sûr que vous ne prenez pas d'effet négatif parce que vous avez révélé le mauvais jeton. Donc si vous jouez en duo avec un investigateur qui, mettons, est assez faible en volonté, la volonté c'est quand même ce qui est testé le plus fréquemment par le deck de rencontre. Vous jouez, mettons, en duo avec Roland Banks. Il a 3 de volonté, il a 5 de santé mentale, il pioche une carte qui lui demande de faire un test de volonté 3, et s'il rate, tenez par exemple, mettons que c'est... comment ça s'appelle la carte... cadavre quelque chose. Bon, j'ai plus le nom en tête. La carte rencontre qui dit faites un test de volonté 3, en cas d'échec, vous prenez une horreur par point manquant. Il révèle ça. S'il se plante, il peut se prendre jusqu'à 3 horreurs, et pour lui c'est énorme. On dépense un jeton, il fait un test à 3 contre 3, il n'a pas besoin de piocher de jetons, le test est réussi. Bon. Et ne pas révéler de pion KO pour le prochain test de compétence effectué par un investigateur, même chose. Vous avez un ennemi qui est puissant. Moi je fais la campagne de Carcosa, donc mettons par exemple l'émissaire royal. Il a 4 de force, il a 4 points de vie. Le gardien l'attaque avec 4 de force de base. Avec sa machette, un test à 5 contre 4, c'est loin d'être garanti. On utilise un secret du manuscrit pnacotique.
5 contre 4, on pioche pas de jetons, c'est réussi. Voilà, que dire d'autre. Donc la carte a deux effets très puissants, mais ça c'est limité à 3 utilisations. Du coup, si vous avez investi 5 points d'expérience pour mettre la carte dans le deck, c'est quand même assez probable que vous voudrez inclure des cartes de recharge, ou alors, éventuellement, un système pour le récupérer en main. Le classique avec Minty Fan, vous avez récup, vos manuscrits pnacotiques sont vides, vous jouez une loupe, ça vous fait défausser les manuscrits, vous faites une enquête, vous la réussissez de 2, grâce à récup, vous remettez les manuscrits dans votre main, vous remontez la loupe dans votre main dès que vous le pouvez, vous jouez manuscrit et de nouveau, 3 secrets dessus. Alors, à noter, c'est un livre. Donc forcément, Daisy pourra l'utiliser plus efficacement parce que l'action ne lui coûtera pas forcément d'action. En plus, si elle a son fourre-tout, elle pourra avoir ça en jeu et 2 autres objets qui occupent des mains, des emplacements de main. Voilà, je crois que j'ai tout dit sur cette carte-là. Ah oui, un dernier truc. Évidemment, c'est une carte récente, donc le nom m'échappe. Voilà. Le savoir, c'est le pouvoir. Un événement de niveau 0 qui coûte 0, perspicacité, rapide à jouer uniquement lors de votre tour. Choisissez un soutien livre ou sort que vous contrôlez ou révélez un soutien livre ou sort de votre main. Résolvez une capacité d'action ou d'action rapide sur ce soutien en ignorant tous ses coups, y compris son coup d'action le cas échéant. Ensuite, si ce soutien était dans votre main, vous avez le droit de le défausser pour piocher une carte. Donc, vous avez les manuscrits en jeu, vous voulez faire leur action, vous jouez le savoir c'est le pouvoir, c'est une action rapide, c'est une carte qui a le mot-clé rapide, donc ça vous coûte pas d'action. Vous faites l'action des manuscrits pnacotiques sans payer le coût, donc ça ne vous coûte pas d'action et ça ne vous coûte pas de secret, et vous utilisez l'effet. Voilà. Carte suivante, c'est une carte truand, sursis, un soutien de niveau 3 qui coûte 1, qui occupe un emplacement d'arcane, qui a le trait rituel, qui est exceptionnel, du coup qui vous coûte 6 points d'expérience. Action, place une ressource sur sursis en tant que clic, jusqu'à un maximum de 3 clics sur sursis. Ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Forcez, quand votre tour débute, retirez tous les clics de sursis, vous avez le droit d'effectuer autant d'actions supplémentaires à ce tour. Alors, vous ne pouvez en mettre qu'un exemplaire dans votre deck, vu que c'est exceptionnel, ça vous coûte 6 XP, vu que c'est exceptionnel. Un emplacement d'arcane, bon, chez les truands, c'est pas l'emplacement le plus disputé. Et comment on l'utilise ? Eh ben, dès que vous en avez l'occasion, dès qu'il vous reste une action disponible, vous mettez un clic. Quand votre tour suivant débute, vous retirez tous les clics qu'il y a sur la carte, vous gagnez autant d'actions. Soit vous utilisez les actions pour faire des choses, soit vous utilisez les actions que vous venez de gagner pour remettre des ressources sursis. Donc mettons qu'à un tour, alors mettons que vous n'avez pas Léo Deluca ou d'autres cartes qui vous boostent votre nombre d'actions. Vous avez 3 actions. Première action, vous jouez sursis. Deuxième action, vous faites une enquête. Troisième action, vous mettez un clic sur sursis. Tour suivant, début de votre tour, vous retirez le clic. Ça vous donne une action, vous avez 4 actions. Vous vous déplacez, vous faites une enquête, mettons que vous n'êtes pas pressé, vous dépensez 2 actions pour mettre 2 clics sur sursis. Et le tour d'après, début du tour, vous retirez les 2 clics, maintenant vous avez 5 actions. Et là, éventuellement, vous utilisez 3 de ces 5 actions pour mettre 3 clics. Et tant que vous n'êtes pas pressé, à chaque fois vous utilisez les actions bonus pour remettre des clics sur sursis. Donc schématiquement, chaque tour vous dépensez 3 actions pour mettre 3 clics, et le tour suivant, vous retirez 3 clics pour gagner 3 actions grâce auxquelles vous remettrez 3 clics. Et quand vous arrivez au round où il y a plein de choses à faire pour avoir un résultat satisfaisant, là vous utilisez vos clics, vos actions supplémentaires pour faire des choses intéressantes. Mettons, je sais pas moi, que vous jouez Jenny Barnes,
qu'elle a ses pistolets jumeaux avec 6 munitions dessus. L'ennemi de fin de scénario est généré, début de son tour, elle retire les 3 clics, elle gagne un bonus de 3 actions, elle utilise ses 6 actions pour faire 6 attaques, et si tout se passe bien, elle inflige 12 dégâts. Ou alors vous jouez plutôt fine pour l'enquête, vous êtes dans un lieu avec, je sais pas moi, 6 indices, vous avez 6 actions, et ben voilà, vous utilisez vos 6 actions pour faire des enquêtes, avec outil de crochetage une fois, éventuellement avec lampe torche, avec, si vous avez ça, ou avec le kit à empreinte. Vous attribuez des déductions, vous payez avec Lola Santiago, enfin bref, vous avez 6 actions pour vider le lieu de ces indices. Donc pendant la phase d'investigation, vous pourrez faire plein de choses, et éventuellement ça vous permettra de gagner juste avant la phase des ennemis, qui vous aurait été fatal. Alors, plus trivial, il y a le jour de paix, un événement de niveau 1 qui coûte 0. Gagnez une ressource pour chaque action que vous avez effectuée ce tour en comptant celle-ci. Si c'est votre tour, terminez votre tour. Début de votre tour, vous retirez les 3 clics. Vous avez maintenant 6 actions. Vous dépensez 3 actions pour remettre les clics parce que vous espérez les sauvegarder, les économiser jusqu'au combat final ou jusqu'à l'enquête finale. Ça vous prend 3 actions. Vous utilisez 2 actions pour faire ce que vous avez à faire ce tour-ci. Éventuellement 3 actions si vous avez Léo Deluca. Dernière action de votre tour, vous jouez jour de paix et ça vous fait 6 ressources, 7 si vous avez Léo Deluca et encore plus si vous avez utilisé d'autres choses pour gagner des actions. Voilà. Bref, c'est une carte très efficace, moi je trouve. Je pense que je l'ai déjà intégrée dans un deck, mais il me semble pas avoir eu l'occasion de l'utiliser. Mais sur le papier, voilà, c'est 6 points d'expérience qui vous aideront à vous sortir de mauvais pas et à transformer une catastrophe en fin de scénario en victoire éclatante. Alors, carte suivante, le tout pour le tout. C'est une compétence de niveau 5 qui a 2 icônes libres. Trait chance, un maximum attribué par test de compétence. Si ce test de compétence est réussi, piochez une carte pour chaque point de réussite jusqu'à un maximum de 5. Mélangez dans votre deck chaque faiblesse piochée par cet effet sans la résoudre. C'est assez impressionnant. Déjà, c'est 2 icônes libres. 2 icônes libres comme courage inattendu de la boîte de base, qui avait aussi maximum 1 par test de compétence. Donc, vous pouvez attribuer ça à n'importe quel test. Si le test de compétence est réussi, piochez une carte pour chaque point de réussite jusqu'à un maximum de 5. Donc, le fait que vous ayez envie de réussir avec beaucoup d'écart, ça peut vous inciter à jouer ça dans un deck méga test. Alors j'ai pas ça sous les yeux, mais je sais que j'avais déjà planifié d'utiliser cette carte-là dans un deck méga test, effectivement. Plus 2, c'est ce qui vous fait passer de réussite à réussite avec 2 d'écart. Et si vous avez mis pas mal de bonus, vous avez des chances non négligeables d'arriver... Si vous jouez cette carte, vous voulez réussir de beaucoup, donc vous allez probablement mettre aussi vos 2 opportunistes, vous allez utiliser flambeur par exemple, ou vous allez utiliser quelques ressources pour le permanent dont le nom m'échappe, des brouillards je crois. Enfin bref, vous boostez bien votre test pour avoir de bonnes chances de réussir avec un écart important. Ça va vous permettre de piocher plein de cartes qui vous serviront à réussir vos prochains tests largement pour activer tous vos effets avec une différence de 2 ou plus, ou même tout simplement déjà qui vous permettront de les réussir. Autre chose, dans Horreur Arkham, quand on pioche, on prend toujours le risque de piocher sa faiblesse. Là, si vous tombez sur une faiblesse ou même plusieurs, vous ne les résolvez pas et vous les remélangez dans votre deck. Donc, il n'y a pas cette appréhension. Par exemple, vous êtes en train de faire un combat
Vous dites si je ne réussis pas ce combat, je suis éliminé. Vous avez envie de mettre le paquet, voilà. Disons que vous jouez... est-ce que j'ai un bon exemple en tête? Oui, disons que vous jouez Tony Morgan, qui a choisi comme classe secondaire gardien. Vous faites votre attaque avec une arme qui fait 2 dégâts. Ou, je sais pas, vous faites votre attaque avec la Thompson 45 de truand de niveau 3. Vous jouez le tout pour le tout. Vous jouez 2 opportunistes. Vous jouez coup vicieux. Donc vous mettez le paquet, avec tout ça vous espérez tuer 2 ennemis en une fois. Vous rajoutez le tout pour le tout. Et vous allez pouvoir faire plein de dégâts en une attaque. Le truc, c'est que cette attaque ne suffira peut-être pas, donc vous aurez besoin de faire une deuxième attaque, vous aurez besoin que cette deuxième attaque soit bien boostée. Pour ça, ça vous arrangerait d'avoir plus de cartes dans votre main à attribuer. Eh ben, le tout pour le tout vous permettra de refaire votre main. Sans avoir le risque de piocher une faiblesse qui pourrait être catastrophique à ce moment-là, qui pourrait vous faire perdre parce que vos ennemis vous empêcheraient de dépenser les actions nécessaires pour vous débarrasser de votre faiblesse. Alors à noter, moi il me semble que le meilleur moment pour jouer cette carte, que je dise pas de bêtises, oui, le meilleur moment c'est quand vous avez un deck très fin, que vous n'avez pas pioché toutes vos faiblesses, voire même aucune. Vous avez, 8 cartes restantes dans votre deck. Vous savez que sur les 8 cartes, il y a 2 ou 3 faiblesses. En fin de campagne, il est possible qu'entre les faiblesses la faiblesse personnelle, la faiblesse de base de début de campagne, une faiblesse de scénario, une faiblesse de base acquise à cause d'un test raté dans la campagne, vous pouvez avoir 4 faiblesses dans votre deck. Vous vous retrouvez avec 2 faiblesses sur 8 cartes. Une de ces faiblesses pourrait vous faire perdre la partie alors que vous gagnez si vous réussissez votre combat. Et ben là, le tout pour le tout, vous piochez, une carte, 2 cartes, idéalement 5, et vous vous affranchissez des faiblesses. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est de réussir ce combat final avant que vous piochiez votre faiblesse lors de la phase d'entretien. Voilà, je vois pas grand chose de plus à dire. Voilà, dans les commentaires, quelqu'un fait remarquer que c'est une carte qui peut permettre de piocher plus régulièrement une carte à expérience qui est très utile, genre sursis, ou genre montre à gousset en or. Oui, c'est vrai que si avec le tout pour le tout vous piochez 5 cartes dans un deck qui initialement en fait 33, ça vous rapproche significativement de la carte exceptionnelle qui vous a coûté 8 XP que vous voudriez jouer. Bref, c'est une carte géniale, mais ça coûte 5 points d'expérience. Moi, c'est quand même plutôt... C'est plutôt le genre de carte que je vois dans du méga test. Ah oui, à noter, j'avais mis la carte ensuite, j'avais préparé la carte pour la commenter. Dans le salaire du péché, on a Monsieur Rook, qui est un allié chercheur, qui a 3 secrets, et qui lui va permettre, quand on dépense un secret, de chercher une carte parmi 3, 6 ou 9 cartes du dessus du deck et de la piocher, mais qui vous force à piocher une faiblesse s'il y en a au moins une parmi les cartes consultées. Donc Monsieur Roux qui vous fait chercher potentiellement loin dans votre deck la carte que vous voulez, mais vous prenez une faiblesse s'il y en avait une. Le tout pour le tout, c'est l'inverse. S'il y a des faiblesses, vous ne vous en souciez pas, vous les remélangez dans le deck. Alors, carte suivante, carte mystique, éclat du néant. C'est un soutien de niveau 3 qui coûte 3, qui occupe un emplacement d'arcane, trait sort, scellé un jeton 0, utilisation 3 charges, action, dépenser une charge ou libérer un pion chaos scellé ici, combattre. Cette attaque utilise la volonté au lieu de la force et inflige plus 1 dégât. Vous gagnez plus d'envolonté pour chaque pion 0 scellé sur les éclats du néant. Pour chaque pion 0 révélé lors de cette attaque, scellez ce pion sur les éclats du néant
et cette attaque inflige 1 dégât supplémentaire. Alors c'est une carte bien prise de tête pour en juger l'efficacité. Encore une carte qui nécessiterait que je fasse un tableur calcul statistique. Si on compare avec flétrissement de niveau 3, flétrissement de niveau 3, ça a 4 charges. Attaque, combattre, cette attaque utilise la volonté au lieu de la force. Vous gagnez plus d'1 volonté, infligez plus 1 dégât pour cette attaque. Si un symbole crâne, cultiste, tablette, chose ancienne ou tentacule est révélé lors de cette attaque, subissez une horreur. Donc flétrissement, c'est combat à plus 2 et plus 1 dégât, toujours. Là, éclat du néant, c'est toujours plus 1 dégât. Par contre, le bonus en volonté est de plus 2. Donc de volonté, vous combattez la volonté, vous avez un bonus de plus 2 pour chaque pion 0 scellé sur la carte. Et si vous révélez quand vous faites le test, vous révélez un 0, ça inflige une attaque supplémentaire. Donc, plus 1 dégât de base et potentiellement un autre plus 1, voire 2 plus 1 si vous révélez 2 pions 0, par exemple vous utilisez Olive McBride, vous révélez 3 pions, vous en sélectionnez 2, vous sélectionnez 2 0, l'attaque fait 4 dégâts d'un coup. Très improbable. Autre chose, vous avez 3 charges, mais chaque fois que vous faites une attaque, soit vous dépensez une charge, soit vous décellez un pion 0. C'est-à-dire que théoriquement, cette carte-là ne tombera jamais à court de charge. Vous la mettez en jeu, vous scellez un 0, puis vous utilisez une charge, vous utilisez la deuxième charge, comme il ne reste plus qu'une charge, vous décellez le 0, ça vous permet de ne pas avoir à retirer de charge, vous faites le test, vous révélez un 0, vous le mettez sur l'éclat du néant, et action de combat suivante, pareil, vous décellez le 0, et ça vous permet d'économiser de garder toujours une charge au cas où. Par contre, cette mécanique de sceller et déceller les 0, quand vous scellez un 0, vous diminuez le modificateur moyen du sac du chaos. Dans le sac du chaos, vous avez 1 plus 1, vous avez, 2 ou 3 0, puis ensuite de -1 à -4 ou -5 en standard, des jetons spéciaux qui vont faire peut-être de 0 à -5. Si vous retirez un 0 du sac, vous diminuez très légèrement la moyenne. Donc il faut y songer. Par contre, plus vous scellez de 0 sur l'éclat du néant, plus vous avez de chances de réussir votre attaque. Donc faudra voir. Je sais pas, j'arrive pas bien à estimer la puissance de la carte. Bon, rien de plus à dire sur cette carte-là. Juste, un dernier truc, si vous empirez le sac du chaos, vous l'empirez pour tout le... vous le dégradez. Vous le dégradez pour tout le monde, donc c'est peut-être une carte qui, à 4 investigateurs, va faire aller à votre table. Ah oui, une petite... donc j'ai déjà mentionné Olive McBride. Ah, j'ai oublié de mentionner quelques cartes. Ah là là, faudra que je remonte. Oui, donc, j'ai mentionné Olive McBride pour augmenter les chances de mettre un 0 dessus. Il y a aussi la statue grotesque. Quand vous devriez révéler un pion KO, dépenser une charge, révéler 2 pions KO au lieu de 1, choisissez un de ces pions et ignorez l'autre. Ça a 2 intérêts. Si parmi les 2 jetons il y a un 0, évidemment vous choisissez celui-là et vous pouvez le sceller sur éclat du néant. Et l'autre avantage, c'est que choisir un jeton parmi 2 va compenser la baisse du modificateur moyen. Autre carte qui présente un intérêt, prémonition. Vous jouez prémonition, vous regardez quel est le jeton qui est sorti. Si c'est un modificateur très important, un modificateur très négatif, vous faites une action qui ne nécessite pas de charge et qui n'aura pas de conséquences négatives sur vous. Si c'est un petit modificateur négatif, vous attaquez avec flétrissement par exemple, et si c'est un 0, vous attaquez avec éclat du néant. Comme ça, vous infligez un dégât supplémentaire. Et si vous avez symbole magique pour avoir 3 sorts d'attaque simultanément et que votre troisième sort c'est Chant des Morts,
Si vous révélez un crâne, vous utilisez Chant des Morts. Voilà. Carte suivante, le sceau du 7e signe. C'est un soutien de niveau 5 qui coûte 4, qui occupe un emplacement d'arcane qui a les traits sort et rituel, icône de volonté et icône libre, scellé, tentacule, utilisation 7 charges. Si le sceau du 7e signe n'a pas de charge ou qu'il quitte le jeu, retirez-le de la partie. Forcez après qu'un pion crâne, cultiste, tablette ou chose ancienne est révélé lors de n'importe quel test de compétence, retirez une charge du sceau du 7e signe. Donc cette carte-là, elle retire du sac du chaos l'échec automatique. Et si vous sortez un autre jeton spécial négatif, vous retirez une charge. Et donc vous rapprochez du moment où l'échec automatique va revenir dans le sac. Alors quelqu'un dans les commentaires dit si on a 4 jetons spéciaux sur 15, ça veut dire que le jeton tentacule est scellé pour à peu près 26-27 pioches de jetons, statistiquement. Ce qui ferait, alors 26 divisé par 3, allez disons par 4, parce qu'il y a souvent un test à faire lors de la phase du mythe, ou alors lors de la phase du mythe vous prenez une carte qui vous oblige à faire un test à la fin de votre tour. Donc 26 divisé par 4, on est sur du 6-7 rounds, ce qui est non négligeable. Évidemment, si vous avez d'autres effets pour sceller ces jetons spéciaux-là, le sceau du 7e signe va vous durer plus longtemps. À noter, Kakashi, si elle le joue, il y a 8 charges dessus. Donc vous gagnez, que je dise pas de bêtises, vous gagnez 3-4 pioches de jetons en plus, je dirais. Donc vous gagnez un round d'utilisation. Oui, donc pour sceller, vous pourriez utiliser incantation protectrice ou la pierre chtonienne. Voilà. Moi, je l'ai déjà dit plusieurs fois, jusqu'à présent, j'ai jamais utilisé les cartes scellées parce que ça va demander soit un emplacement d'arcane, soit de payer, soit d'utiliser un emplacement de main, et tout ça pour diminuer les risques de mauvais tirage, alors que ça peut être utilisé pour avoir des solutions qui fait que même en cas de tirage quelconque, on réussisse son action. Donc c'est pas mon style de jeu. Carte suivante, chez les survivants, barrière improvisée. C'est un événement de niveau 0 qui coûte 1, qui a les traits tactiques et improvisés. Vous avez le droit de jouer la barrière improvisée depuis votre pile de défausse. Si vous le faites, mélangez-la dans votre deck après avoir résolu ses effets. Échappé à, l'ennemi choisi perd 1 d'évasion pour cette tentative d'évasion. Si vous avez joué la barrière improvisée depuis votre pile de défausse, vous avez le droit d'échapper à un ennemi supplémentaire ayant une valeur d'évasion de X ou moins et situé dans le même lieu. X est le nombre de points de réussite. Troisième carte, avec le trait improvisé après l'arme improvisée de la civilisation oubliée, qui fait une attaque, qui fait perdre 1 de combat, et qui inflige plus 1 dégât si c'est joué depuis la défausse, et faire avec les moyens du bord, qui fait perdre 1 de valeur occulte, et qui fait trouver un indice supplémentaire en cas de réussite, si c'est joué depuis la défausse. Barrière improvisée. Vous diminuez de 1 la difficulté du test d'évasion. C'est toujours bien, encore une fois, vaut mieux diminuer la difficulté du test de 1 qu'augmenter sa compétence de 1. Et si vous le jouez depuis la défausse, vous avez la possibilité d'échapper à un deuxième ennemi. Alors déjà, ça veut dire que vous gagnez une action. En une action, vous faites 2 évasions. Autre chose, il n'y a pas de condition sur l'ennemi, il n'y a pas de condition sur le deuxième ennemi auquel on échappe. Ça veut dire que vous pouvez utiliser, à moins, je vais vérifier quand même, je jette rapidement un coup d'œil. Il n'y a pas de précision, mais moi il me semble, vous pouvez échapper à un ennemi qui n'est pas engagé avec vous, qui est engagé avec quelqu'un d'autre, ou qui est distant, et donc vous vous retrouvez avec un ennemi qui est engagé, alors qui est désengagé, qui est incliné plutôt, et qui ne sera pas redressé pendant la phase des ennemis. Toujours intéressant. Alors les conditions de réussite, il va falloir réussir, les conditions pour échapper au deuxième, il faudra réussir avec une marge importante. Donc il faudra peut-être booster le test,
Ou éventuellement, si vous êtes engagé avec les deux, que vous pouvez donc choisir lequel vous ciblez celui qui a l'évasion la plus faible. Mettons que vous êtes engagé avec une maigre bête chasseresse de la nuit et autre chose. La maigre bête chasseresse de la nuit, elle a une évasion de 1, si ma mémoire est bonne, mais elle double tous les modificateurs négatifs des jetons piochés. Vous jouez barrière improvisée depuis votre défausse, vous faites passer l'évasion de la maigre bête chasseresse de la nuit à 0, vous ne ratez que si vous piochez l'échec automatique. Vous piochez autre chose, le test est réussi, mettons que vous partez avec une évasion de 4, vous avez réussi avec une marge de 4, vous pouvez échapper à un ennemi qui a une évasion de 4 ou moins. Ça représente quand même une très grande majorité des ennemis. Donc une carte que moi je trouve très intéressante dans un deck qui joue beaucoup l'évasion, notamment parce que si vous jouez beaucoup l'évasion, il peut arriver des moments où tout simplement vous vous faites rattraper par les ennemis, ou alors un chasseur vous rattrape alors qu'un autre ennemi est généré, vous avez donc à échapper à 2 ennemis, et si vous n'avez pas la possibilité d'échapper à plusieurs ennemis en une action, vous utilisez toutes vos actions pour vous échapper et vous vous retrouvez bloqué parce que vous dépensez vos 3 actions pour échapper à vos ennemis, du coup vous n'avez plus d'action, vous restez dans le lieu, dès que les ennemis sont redressés, ils vous réengagent, et chaque tour vous dépensez tout votre tour, chaque round vous dépensez tout votre tour à échapper à des ennemis qui vous réengageront juste après. Alors, qui a intérêt à jouer cette carte-là ? Les decks basés sur l'évasion. Comme ça se joue idéalement depuis la défausse, comme d'habitude, Ashcan Pit, il a la carte en main, il la défausse pour redresser un soutien, par exemple Duke, et ensuite il la joue depuis la défausse. Wendy, elle a cette carte-là en main, elle pioche un jeton qui lui fait rater un test, elle défausse la barrière improvisée pour repiocher un jeton et espérer réussir le test. Mais parmi les nouveaux investigateurs, il y a aussi Patrice Hathaway. Je vais pas détailler, mais son mécanisme de base, c'est qu'elle a une taille de main réduite de 3, ok, et lors de la phase d'entretien, au lieu de piocher une carte, elle défausse toutes ses cartes non faiblesse et pioche jusqu'à avoir 5 cartes en main. C'est-à-dire que à la fin, elle le remet à 0, on va dire, sa main à la fin, au début de chaque phase d'entretien. Et donc elle va devoir défausser plein de cartes qu'elle n'aura pas eu le temps d'utiliser. Donc très rapidement elle se retrouvera avec plein de cartes dans la défausse, et tant qu'à faire, autant lui faire défausser des cartes qui sont jouables depuis la défausse. Autre chose, Patrice a comme carte signature un violon, qui a comme capacité action rapide, choisissez défausser une carte depuis votre main et inclinez le violon, choisissez un investigateur dans votre lieu, qui soit gagne une ressource, soit pioche une carte. Donc vous avez la barrière improvisée dans votre main, vous utilisez le violon pour la défausser, maintenant vous gagnez une ressource ou vous piochez une carte. Gagner une ressource, ça sera intéressant, mettons si vous jouez en cacher son jeu, un peu la même utilisation que Madame Labranche. Vous utilisez ça pour avoir une ressource, vous dépensez immédiatement la ressource, par exemple à la hache d'incendie, pour vous donner un bonus et vous revenez immédiatement cacher son jeu. Mais ça peut aussi vous servir, vous n'avez pas l'utilité immédiatement de la barrière improvisée, vous la défaussez pour piocher une autre carte en espérant que cette carte-là vous servira ce tour-ci avant que vous soyez obligé de défausser toute votre main lors de la phase d'entretien. Voilà, et enfin la dernière carte du pack, modifier la destinée, c'est un événement de niveau 3 qui coûte 1, qui a les traits sort et béni. Alors béni peut être joué par Père Mathéo. Rapide à jouer lors de n'importe quelle fenêtre de joueur d'action rapide, choisissez défausser du jeu une traîtrise non faiblesse qui n'est pas attachée à un ennemi élite. Alors, ça va vous permettre donc de défausser, par exemple, les portes bloquées, qui vous empêchent d'enquêter dans un lieu tant que vous n'avez pas réussi un test de force ou de dextérité 4, si ma mémoire est bonne. Ça va défausser
toutes les cartes traîtrises qui ont un effet du genre, quand vous quittez le lieu, vous prenez des horreurs, ou si vous ne quittez pas le lieu, vous prenez des dégâts, ou pour sortir du lieu, il faut réussir un test. Ça permet aussi de défausser tout ce qui va dans votre zone de menace, par exemple, dans votre zone de jeu ou dans votre zone de menace, et qui ont des effets du genre, vous ne pouvez pas jouer de soutien ou d'événement, ou alors la première action, combattre, se déplacer et enquêter, je crois, vous coûte une action de plus. Bon. Donc l'effet est particulièrement intéressant. Le truc contre lequel c'est inefficace, c'est toutes les cartes de scénario attachées à un ennemi élite qui vous disent en gros, toutes les cartes qui vont vous dire, je schématise et je schématise, qui vont vous dire, quand cet ennemi devrait être vaincu, non, en fait, il n'est pas vaincu, et en plus, quand il reviendra, il sera plus fort. Ça, vous pouvez pas y toucher. Bon, voilà, on a fait le tour, on suit à 1h15 d'enregistrement et probablement 45 minutes une fois monté. Allez, un récapitulatif. Kérosène de niveau 1, c'est toujours intéressant. Vaincre un ennemi, c'est fréquent. La carte n'occupe pas d'emplacement, donc ça ne vous fait pas perdre la possibilité de jouer autre chose. Soigner 2 horreurs en une action parmi les investigateurs et les soutiens liés du lieu, c'est un effet très intéressant. Soit on met ça dans le deck du combattant, vu qu'il, par définition, il est dans le lieu où l'ennemi est vaincu, soit on met ça dans le deck de l'investigateur qui fait du soutien, mais dans ce cas-là, il faudra que cet investigateur de soutien soit toujours avec le combattant. Ce sera le cas, par exemple, si on joue Caroline Fern. Le lance-flamme, j'ai un petit peu du mal à cause de l'emplacement de corps que ça prend, qui empêche d'avoir une autre arme. Mais quand on a plusieurs ennemis dans le lieu, c'est intéressant. Donc, pour avoir plusieurs ennemis dans le lieu, il faut jouer minimum 2, mais plutôt 3 ou 4 investigateurs. Pour moi, ça se prête bien à un rôle de tank, donc plutôt Léo Anderson, qui en plus a l'occasion a des cartes qui permettent d'augmenter le nombre de munitions et donc d'avoir assez de munitions pour tout le scénario, pour faire tout le scénario au lance-flamme. Mais c'est pas mon arme préférée. Position avantageuse, c'est génial, je trouve ça très polyvalent. La condition à remplir est pas trop dure. Un lieu entre en jeu où il est révélé. C'est plus facile d'enquêter sur ce lieu-là, et éventuellement on rapatrie sur ce lieu un indice qui vient d'un autre lieu, soit dans lequel on a du mal à enquêter, soit dans lequel tout simplement on ne pourra plus aller enquêter. Si c'était le dernier indice d'un lieu avec victoire 1, vous avez gagné un point de victoire rien qu'en déplaçant l'indice. Ah oui, et je l'ai pas précisé tout à l'heure, mais en répartissant les indices, ça peut permettre de ne laisser qu'un indice dans chaque lieu pour le moment où on jouera décrypter la réalité. Manuscrit narcotique, c'est vraiment génial. Un investigateur dans le lieu a un test de compétence lié à un effet révélation, par exemple main saisissante ou l'équivalent pour les horreurs dont le nom m'échappe. Tout un tas de cartes du deck de rencontre. Pas de nécessité vous ne révélez pas de pion KO, donc vous avez de bonnes chances de réussir. En fait, vous ne dépensez le pion secret que si vous savez que vous allez réussir. Et sinon, quand vous avez un test très important à faire, vous dépensez un secret. Vous ne révélez pas de pion. Encore une fois, vous faites ça quand vous savez que vous allez réussir le test si vous ne dépensez pas de pion. Donc ça vous permet de réussir 3 tests, et plus si vous le rechargez en secret. Sur 6, c'est génial. Bon, ça coûte 6 points d'expérience et vous n'en avez qu'un dans votre deck, mais ça vous permet de prévoir des actions supplémentaires pour le moment où vous aurez plein de choses à faire en un tour, soit parcourir plein de lieux, échapper à plein d'ennemis, ou faire plein d'attaques contre un ennemi coriace, ou faire plein d'enquêtes. Le tout pour le tout, pareil, moi je trouve ça génial, notamment en méga test. On booste de 2.
Si on réussit, on va piocher jusqu'à 5 cartes, mais sans avoir à craindre les faiblesses qui seraient dans ces 5 cartes-là. Éclat du néant, c'est bien prise de tête, donc j'aime bien l'idée. Ça peut donner des effets très puissants, parce que si vous avez, mettons, si vous avez déjà 2 jetons scellés dessus, c'est une attaque à volonté plus 4, et si vous révélez le dernier pion 0 du sac quand vous faites cette attaque, ça vous fait 3 dégâts d'un coup. Donc potentiellement très fort, mais ça a quand même un problème de manque de régularité et de dégradation du sac du chaos. Saut du 7ème signe, ça coûte cher en ressources et en XP, mais ça va vous dispenser pendant, moi je dirais à la louche, oui à la louche 6 rounds, si vous jouez en solo, enfin 6 rounds, plutôt 6 tours d'investigateur de l'échec automatique. Et plus si vous avez d'autres moyens pour sceller des jetons négatifs. Barrière improvisée, moi j'aime beaucoup les cartes improvisées chez les survivants. Il suffit d'avoir un deck qui défausse régulièrement des cartes. Donc un deck Ashcan ou un deck Wendy qui joue beaucoup d'événements. Un deck Wendy tout court, ou un deck Patrice. Ou d'ailleurs, je l'ai pas dit tout à l'heure, un deck qui joue la carte acculée. Vous défaussez cette carte-là pour un effet quelconque, et ensuite c'est dans votre défausse, et ça vous permet d'échapper à potentiellement 2 ennemis. Et modifier la destinée, pouvoir défausser une traîtrise, non faiblesse qui vous gêne parce que ça rend l'enquête difficile dans un lieu, ou ça vous empêche de vous déplacer, ou ça vous fait prendre des malus de compétences, etc. C'est très puissant. Je l'ai encore jamais joué, mais je reconnais que c'est très puissant et ça peut avoir un impact énorme joué au bon moment. Moi, ça m'est déjà arrivé dans des parties de rester pendant, 3-4 rounds avec une carte traîtrise en jeu parce que tout simplement, j'arrivais pas à réussir le test qui m'aurait permis de la défausser. Voilà, c'est tout. Alors, niveau planning, là on est le 15 octobre, mardi 15 octobre, cette vidéo-là j'avais prévu de la mettre en ligne le 16, donc demain. Ça veut dire que je vais devoir l'éditer ce soir, je vais devoir l'éditer vite fait ce soir pour que ça puisse être en ligne demain à 18h. Et si je dis pas de bêtises, alors déjà, c'était le dernier pack de la civilisation oubliée. Dans le cycle suivant. Alors dans le cycle, le cercle brisé, j'en suis arrivé à... Que je regarde... Le cercle brisé, j'en suis arrivé à dans les griffes du chaos. Ça veut dire qu'il me reste encore à faire devant le trône noir. Donc devant le trône noir, j'essaierai de le mettre en ligne probablement le 23 octobre. Ce qui veut dire que le 30 octobre, s'il y a enfin les scans de cartes, donc ce qui veut dire que le 30 octobre, je mets devant le trône noir en ligne. Je l'ai pas encore enregistré, mais le 30 octobre, je pourrais me mettre devant le trône noir en ligne. J'ai déjà enregistré le renouveau de la nuit de la zélatrice et le renouveau de l'héritage de Dunwich. Donc je pourrais aussi les mettre en ligne je les ai enregistrés et montés, si je dis pas de bêtises, donc je pourrais aussi les mettre en ligne le 30. Si j'ai le temps, et si les scans des cartes sont mis en ligne sur ArkhamDB, je pourrais faire également le renouveau de la route de Carcosa. Et le premier mercredi de novembre, c'est-à-dire le 6 novembre, normalement, je devrais commencer les dévoreurs de rêves. Où là, j'attends... Alors là, pour le coup, si je dis pas de bêtises, on a toutes les images, mais on n'a pas encore le texte en français. Et alors, j'aurai probablement moins de temps en novembre à consacrer aux vidéos, donc je pense que la boîte Les Dévoreurs de Rêves me prendra tout le mois de novembre et dépassera probablement sur décembre. Ce qui veut dire que mi-décembre, à la louche, à partir de mi-décembre, je serai au rythme de parution.
J'abandonnerai ma playlist redéballage vu que je serai à faire des déballages au fil des sorties. Et j'aurai chaque mois une vidéo de déballage à faire. Alors comme d'habitude, je serai dépendant je serai dépendant de la mise en ligne des images sur le site ArkhamDB et de la traduction en français. Mais à raison d'une vidéo de déballage de Pâques par mois, je serai amené à faire plus de vidéos autres. A priori, il y aura aussi au moins une vidéo, il y aura des vidéos Marvel Champions. La boîte de base, si je fais comme Shep et Ryzen l'ont fait dans la Marvel Champions JCE, la boîte de base c'est 5 vidéos pour les héros, plus 4 vidéos pour les aspects, plus éventuellement une vidéo pour les cartes basiques, donc on est sur 10 vidéos, mais 10 vidéos pas trop longues, donc plutôt 5 semaines, mais disons à partir de janvier 2020, il y aura qu'une vidéo une vidéo de déballage par mois pour Arkham, une vidéo de déballage par mois pour Marvel Champions, ce qui me laissera les deux autres semaines une vidéo pour Arkham sur autre chose que du déballage, pour, présenter un deck, ou parler d'une combo, ou parler d'une carte, ou éventuellement faire un rapide bilan de campagne. Et même chose pour Marvel. Sachant que probablement aussi en 2020, en plus de la vidéo, je ferai de l'audio. Mais ça, on verra plus tard. Bon ben voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à suggérer des choses que j'ai manquées, ou à faire des retours sur les cartes dont je dis qu'elles semblent bonnes mais que je les ai jamais jouées. Notamment si vous avez joué le lance-flamme avec Léo Anderson, ça m'intéresserait de savoir à quel point c'est efficace. Voilà. Bon, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Au revoir.